Bonsoir. Examens officiels au Cameroun, à chaque année son scandale. L'année dernière, les robinets ont été ouverts et l'eau a coulé. Quelques mois plus tard, alors que l'affaire n'est pas encore complètement tassée, nous faisons face cette fois à des épreuves querellées. Celles-ci n'ont pas respecté les APC, entendez approche par compétence. L'impact immédiat pourrait être les mauvaises notes et par ricochet un taux élevé d'échecs. Pourquoi les épreuves écrites d'histoire, de géographie et d'éducation à la citoyenneté proposées aux candidats au baccalauréat général session 2021 n'ont pas respecté l'APC tel que définissent les textes ministériels? Qui de l'Office du baccalauréat ou du ministère des enseignements secondaires est responsable du respect de cette approche pédagogique? Cette situation, qui arrive quelques mois après le scandale de fraude, ne va-t-elle pas entacher le système éducatif camerounais? Avec l'invité de ce soir, nous tenterons de démêler les chevaux. Maître de conférence, il a un PhD en grammaire et linguistique française. L'actuel chef de département de la communication à l'université de Douala a été normalien de la 42e promotion de l'école normale supérieure de Yaoundé. Professeur des lycées et collèges de l'enseignement général, il va y enseigner avant d'être recruté à l'école normale supérieure de Marois, c'est dans l'extrême nord. Notre hôte est également auteur de plusieurs publications, parmi lesquelles l'école des compétences, le défi de l'aménagement pédagogique ou encore la morphologie nominale en néondo, la double préfixation. Le professeur Jacques Evouna est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir professeur, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Donkeng, c'est moi qui vous remercie de m'avoir fait l'honneur de m'inviter pour discuter des questions pédagogiques. Alors, comme je le disais tantôt, des enseignants qui demandent la reprise de certaines épreuves parce que celles-ci n'ont pas respecté l'APC. Cette fois-ci, ce sont des enseignants qui se plaignent. On a envie de demander qui est-ce qui propose les épreuves si ce sont les enseignants qui se plaignent cette fois-ci. Je dois vous dire que le circuit des épreuves est assez simple. Les enseignants sont saisis par une correspondance de leur hiérarchie, leur demandant de proposer des sujets à l'examen. Mais ces sujets ne sont jamais à adopter tels quels parce qu'ils font l'objet, je vais dire, d'un examen des inspecteurs parce qu'en dernier ressort, c'est les inspecteurs pédagogiques qui valident les sujets et une fois que les sujets sont validés, ils sont transmis, je crois, sous pli fermé à l'office du bac qui se chargera et de la multiplication et de la distribution lors des examens. Alors, il peut, comme on le voit ces jours-ci, il y a une sorte d'agitation autour d'un certain nombre d'épreuves qui n'auraient pas respecté un canevas. Je tiens à faire la précision que ce n'est pas tant, c'est vrai que ça peut arriver, mais ce n'est pas tant au niveau du fond. Parce que quand on est enseignant au secondaire, on exécute un programme. Quelle que soit la zone dans laquelle on se retrouve, quel que soit l'établissement dans lequel on se retrouve, nous avons le même programme. Bon, je ne sais pas, jusqu'aux dernières informations, s'il y a eu des différences de programme, c'est-à-dire un contenu qui aurait été identifié dans une épreuve et comme ne faisant pas partie du programme de cette classe-là. En revanche, il y a ces derniers temps-ci l'exécution ou la mise en œuvre d'une ingénierie pédagogique qui est entrée en vigueur depuis 2012. Oui. L'approche par compétence. Et elle s'accompagne, les pratiques s'accompagnent d'une structuration des sujets d'examen. On s'attend à ce que les étudiants ou les élèves soient évalués d'abord en ressources et ensuite en compétences. Il faudrait peut-être expliquer pour que les gens... Très bien. Justement, pour bien comprendre, il faut nous dire... Pour que les gens comprennent. L'approche par compétence. Je vais partir de la pédagogie par objectif. D'accord. Nous avons souvent eu affaire à des sujets où les questions se tenaient les unes les autres. C'est-à-dire qu'il était possible, si vous aviez raté la première question, que jusqu'à la fin de l'exercice, vous ayez tout raté parce que la première question était déterminante pour la suite. Aujourd'hui, il est recommandé de poser des questions indépendantes aux élèves, de sorte qu'on peut passer à côté de la première question,
trouver la deuxième, rater la troisième, trouver la quatrième, ainsi de suite, ça laisse une chance à l'élève. Alors, la grande plainte qui est formulée, c'est que les sujets n'auraient donc pas respecté cette structuration-là. Et donc, on a une épreuve où toutes les questions se tiennent et les enfants qui ne sont pas sûrs d'avoir pu bien négocier parfois la première question ou l'une des questions qui aurait une incidence sur les réponses qu'on donnerait ensuite sont donc amenés à se plaindre. Les enseignants aussi, parce qu'ils savent de quoi ils retournent. Vous voyez que c'est, dans le fond, on a la même chose, mais dans la structuration, il y a quelque chose qui est tel que, si on ne fait pas attention à une question, la réponse qu'on va donner va avoir une incidence sur la suite. Voilà. Mais est-ce tant un problème? Parce que lorsqu'on écoute, on a l'impression que peut-être le programme n'a pas été respecté. Est-ce tant un problème, la formulation des questions, que le cours en lui-même? Est-ce que ça a changé quelque chose? Dans l'esprit des apprenants et des enseignants, oui. Parce que tout au long de l'année, ils se sont accommodés d'un modèle. C'est-à-dire le canevas de l'APC où, effectivement, si vous avez un sujet qui a 5 questions et que chaque question vale 4 points, vous dites, d'après le calcul que vous faites immédiatement, c'est que si vous passez à côté de 2 questions, vous avez 12 sur 20. Mais quand il arrive donc que les questions soient liées, parce que ça là, et que, comme je disais tout à l'heure, la première question est déterminante pour la suite. Vous ratez la première question, il est presque assuré que vous en sortez avec un 2 ou avec un 0, simplement. Donc, c'est ça l'un des griefs qu'on fait aux sujets qui ont été corrélés, comme vous avez dit tout à l'heure. Alors, quel est l'objectif visé par l'APC? Je veux dire, au bout de la chaîne, qu'est-ce qui est recherché? Voilà. On ne peut pas parler d'APC sans revenir souvent à la pédagogie par objectif. D'accord. Le grand reproche qui a été fait à la pédagogie par objectif, c'est qu'elle formait des savants inutiles. D'accord. C'est-à-dire des gens qui avaient de grandes connaissances, beaucoup de savoir, mais qui, dans des situations réelles, étaient incapables de résoudre le moindre problème. Et donc, quand on passe ou on bascule à l'APC, le maître mot, c'est que, enfin, les élèves vont apprendre à faire quelque chose de ce qu'ils ont appris. Ça veut dire que, dans des situations de la vie quotidienne, ils pourront mobiliser et réinvestir ce qu'ils ont acquis comme connaissance pour résoudre les questions, les problèmes auxquels ils font face. C'est ce qu'on a appelé des compétences. Mais je voudrais préciser que, dans les faits, ce n'est pas exactement ce qu'on observe aujourd'hui. Parce que si l'élève d'hier, c'est-à-dire celui qui a été formé au moyen de l'application de la pédagogie par objectif, au moins il savait écrire, il pouvait raconter une histoire, il pouvait défendre un point de vue, il y avait même des connaissances générales dont il disposait. L'un des gros problèmes aujourd'hui, parce qu'avant de développer une compétence, il faut d'abord savoir quelque chose. Les compétences ne nient pas les savoirs. Alors, le gros problème aujourd'hui, et ça tout le monde le constate, on n'a pas besoin d'être enseignant ou d'être enseignant ni du primaire, ni du secondaire ou du supérieur, pour découvrir ou pour constater que, malheureusement, aujourd'hui, le niveau général des élèves est particulièrement bas. Effectivement. Et donc, depuis qu'on observe la mise en œuvre de l'APC, les élèves savent de moins en moins de choses. Cela signifie quoi? Cela signifie que les enseignements qui sont faits ne les dotent pas de suffisamment de connaissances qu'ils transformeront en ressources plus tard et pour prétendre résoudre des problèmes. Donc nous sommes dans une sorte de... Nous reculons. Le système, le seuil d'exigence qui est celui d'aujourd'hui. C'est pour ça que les élèves sont tentés de se plaindre. C'est que le système aujourd'hui, c'est l'école de la facilité. On va le dire en très peu de mots. C'est l'école de la facilité et pour peu qu'ils ont été confrontés à un niveau de difficulté au-dessus de celui auquel on les a habitués au cours de l'année, ils se plaignent. C'est vrai
Ils ont raison parce qu'ils auraient dû y être préparés. On va peut-être parler des solutions après. Donc voilà le gros problème aujourd'hui. C'est que on se pose des questions sur la contribution réelle de l'APC en matière de formation du petit Camerounais aujourd'hui, parce que avant de parler des compétences qu'on ne voit pas, parce que ce qui s'est passé, notamment dans le domaine qui est le mien, c'est-à-dire le domaine des lettres, vous découvrez que c'est en réalité les exercices classiques qui sont ceux de dissertation ou ceux de commentaires composés, en règle générale, la réception des textes et la production des textes qui ont été maquillés pour nous dire que voilà ce qu'on appelle aujourd'hui compétence. Mais on n'est pas compétent parce qu'on rédige on fait une dissertation, on n'est pas compétent parce qu'on fait un commentaire composé. Cela ne résout pas réellement au quotidien les problèmes auxquels un jeune Camerounais peut être confronté. Si je comprends bien, l'approche par compétence veut que l'élève, au sortir, quand il a terminé son cursus, qu'il puisse faire quelque chose. Très bien. C'est-à-dire qu'on ne veut plus former des chômeurs. Très bien. Est-ce là donc la solution? C'est cela l'idée. Si cela a été fait, si nous le faisions, dans les règles de l'art, ce serait le monde parfait. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'une fois qu'un jeune Camerounais aura obtenu son bac, il pourrait postuler un emploi en disant « je sais faire ceci ». Je fais par exemple de l'écriture journalistique, je fais de l'écriture, de la rédaction administrative ou autre chose, pour ceux qui sont du parcours des lettres. Ou alors même simplement, j'enseigne la grammaire française, parce qu'il y a tout un parcours, jusqu'en troisième tout au moins, où on a des connaissances en grammaire. Alors, une compétence serait donc de l'enseignement de la grammaire française, peut-être avec un niveau ou au CM2, ou ce serait ça. Mais tel qu'au niveau où nous en sommes, personne ne peut vous dire qu'un petit Camerounais, ceux qui obtiendront le bac demain ou ceux qui l'ont obtenu hier, savent faire quelque chose de ce qu'ils ont appris. Et moi, je vous dis, l'un des problèmes que cela a posé, c'est qu'ils n'apprennent presque plus rien. Je reviens là-dessus parce que je voudrais savoir, est-ce que quand on les forme, il y a la capacité de déceler, j'ai envie de dire, les talents, c'est-à-dire que celui-ci pourra bien rédiger, par exemple, les textes journalistiques, comme vous avez dit tout à l'heure, ou alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des moyens de déceler cela quand on est en train de former? Sinon, comment savoir que, voici, il faut développer cette compétence chez X et pas chez Y? C'est au niveau du type d'exercice. Okay. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire. Si on est au collège, c'est-à-dire 6e et 5e, ce qu'on appelle le cycle d'observation, c'est au cours de ces 2 années-là que normalement, lorsque le service est assuré, l'orientation scolaire détecte donc les aptitudes des uns et des autres. C'est-à-dire, c'est là qu'on fait une typologie des intelligences qui va donc permettre plus loin, qui va permettre dans l'immédiat de dire, ça c'est une intelligence littéraire, ça c'est une intelligence scientifique, ça c'est une intelligence technique, ça c'est une intelligence, ça c'est une intelligence. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a très peu d'effectivité du système d'orientation scolaire. Et donc, on laisse les gens aller et chacun va se débrouiller comme ses performances vont le lui permettre plus tard. Or, s'il y avait un service efficace et effectif de conseil d'orientation, on pourrait déjà, à partir de ce que réalisent les enfants en classe, dire, puisque c'est souvent avec les parents, l'école en principe doit agir en concertation avec les parents, alerter les parents pour dire que nous détectons chez tel sujet telle capacité qui peut lui permettre de s'insérer dans tel cadre. Maintenant, il y a une autre manière de faire. Il y a des enfants qui viennent à l'école, pas parce que papa dit va à l'école, il y en a qui viennent à l'école en sachant exactement ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils veulent devenir plus tard. Maintenant, est-ce que l'école actuelle leur permet de suivre les études qui leur permettent de devenir ce qu'ils se sont fixés
de réaliser ce qu'ils se sont fixés comme projet, on peut se poser des questions. Parce que si l'APC était celle qu'on nous a présentée, mais qui n'est pas faite, ce devrait être cela le cheminement. C'est-à-dire permettre à chaque petit Camerounais de suivre la formation de son élection pour réaliser son projet, on va dire son projet professionnel. Ouais. Mais, comme je vous disais, ça reste des idées et dans les pratiques, on se rend compte que ce n'est qu'un changement de terminologie et que nos manières de faire, au lieu, si même elles étaient restées les mêmes, on pourrait encore accepter à certains niveaux. Mais c'est que nous reculons. Alors, qu'est-ce qui peut, je ne sais pas hein, si les épreuves querellées ont le droit d'être querellées. Si oui, qu'est-ce qui peut justifier le fait que des enfants formés sous cette approche-là soient interrogés différemment? Est-ce un oubli? Est-ce que ça a été fait à dessein? J'ai envie de dire, est-ce que c'est pour favoriser peut-être les redoublants? Parce que ceux qui n'ont pas, ceux qui reprennent la terminale découvrent cette approche-là. Mesdames, on peut faire à votre suite plusieurs hypothèses. On peut faire plusieurs hypothèses. L'une des hypothèses étant que, à partir du sommet, on récuse désormais, c'est-à-dire on met désormais à l'abandon l'APC. Ça, c'est l'une des hypothèses parce que le niveau de l'examen certificatif, on va se dire que c'est le niveau terminal dans l'exécution d'une pédagogie, d'une ingénierie pédagogique. Mais s'il arrive qu'au tout dernier moment, alors qu'on a passé une dizaine d'années déjà à l'implémenter et qu'on est au niveau terminal, c'est-à-dire quand le processus se parachève et qu'il arrive ce type de choses, c'est peut-être un rétro-pédalage. D'autres, puisqu'on a, nous avons un esprit camerounais qui voit des complots partout, ça peut être un complot. Ta thèse du complot. Oui, ça peut être un complot contre le fils du bac à l'État du Cameroun, ça peut être un complot contre le MINSEC, mais toujours est-il que c'est un problème, c'est un problème qui jaillit et auquel il faut trouver une solution pour ne pas que des petits Camerounais qui sont complètement innocents à l'affaire soient inutilement pénalisés. Alors, il y a plusieurs pistes. Quelqu'un n'a pas fait son travail au niveau de la sélection des épreuves. Parce que des épreuves arrivent chez des inspecteurs nationaux et ils doivent bien faire une sélection. Ils doivent retenir celle qui cadre le plus avec la méthode pédagogique qui est en vigueur. Et ce n'est qu'après ce choix-là et la validation que les épreuves sont convoyées à l'office du bac. Ce n'est pas l'office du bac, malheureusement. Il faut que les Camerounais le sachent. Le fils du bac, sauf si les choses ont changé, mais il me semble quand même qu'il y a un décret de 2012, je ne sais plus, je crois avoir quelque chose. Il y a un décret qui attribue la responsabilité de la sélection des sujets aux inspecteurs. Alors, les inspecteurs, ce n'est pas le fils du bac qui le travaille, c'est bien au ministère. Alors, est-ce que le fils du bac aurait pris la liberté de changer des sujets transmis par le ministère? On ne peut pas savoir. Il faut peut-être une communication et de la tutelle et de l'office du bac pour qu'on sache ce qui s'est passé. Pour l'instant, ça ne peut être que des supputations. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est derrière. Parce que ça fait quand même, en ce qui me concerne, 4 ans que j'essaye d'alerter la communauté éducative sur les possibles dérives de l'APC parce que, étant enseignant à l'école normale et que je voyais mes étudiants aller en stage et en revenir, les échanges avec des collègues sur le terrain et même des inspecteurs qui parfois, parce que les conditions administratives ne leur permettent pas toujours de prendre la parole, m'ont contacté sur la question. Vous voyez ce livre qui s'appelle L'école des compétences, où j'essaye d'attirer, comme je vous le disais tout à l'heure, l'attention de la communauté éducative sur ce qui est en train de se passer. Parce que notre système éducatif se dégrade au quotidien à cause de l'APC qui a rendu
Si vous trouvez un enseignant, je le dis souvent, qui vous vante les mérites de l'APC, c'est que cette affaire lui permet de cacher ses faiblesses et sa paresse. Et vous voyez des enfants qui ne sont plus capables aujourd'hui de rédiger un paragraphe. Et il y a même, quand je vous parlais tout à l'heure de la logique des questions ou de l'enchaînement des questions qui se tiennent les unes les autres, on a poussé la chose si loin qu'aujourd'hui, lorsqu'on donne un travail de rédaction à un enfant, on lui dit 2 ou 3 paragraphes. Il n'est pas obligé de rédiger l'introduction, il n'est pas obligé de rédiger la conclusion. Et lorsque tout cela est même rédigé, on va vous dire dans la position de correcteur qu'on peut être hors sujet et avoir compris. Oui, et avoir obtenu une bonne note. Pourquoi? Parce que vous pouvez dire une chose dans l'introduction qui ne doit pas forcément tenir. Vous voyez comment ça devient caricatural, qui n'a aucun lien avec ce que vous direz au développement, et le développement lui-même peut ne souvent pas avoir de lien avec la conclusion. Mais on vous dit, il faut vous mettre dans l'esprit, dans la pensée de l'enfant, imaginez ce qu'il a voulu dire. Et écoutez, on n'a pas besoin d'arriver à ce stade-là avec quelque chose d'aussi sérieux que l'éducation. C'est de la compétence, ça. On est très loin de la compétence. En réalité, on est même en train d'enlever leurs compétences aux enseignants. Parce que un enseignant, aujourd'hui, il sort de la salle de classe, il dit, bon, ils vont se débrouiller, et moi, je ne sais même pas ce qu'on attend de moi, finalement. L'autre chose étant que, parce que quand on dit qu'il y a des épreuves qui sont venues, qui ont été soumises aux élèves, mais qui répondent au canevas de la pédagogie par objectif, cela peut être révélateur. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire. Nous n'allons pas tous. Quand vous prenez la carte scolaire du Cameroun, tous les établissements scolaires du Cameroun ne vont pas à la même vitesse. Il ne faut pas croire qu'un lycée de Douala va au même rythme. Ou alors, il ne faut pas croire que le lycée de Mvangan, où j'ai commencé ma carrière, peut aller au même rythme qu'un lycée de Douala. Et vous allez voir qu'il y a des coins beaucoup plus reculés que Mvangan, où aucun inspecteur ne va jamais, et où les enseignants n'ont même pas l'information sur la dernière actualité pédagogique. Vous trouverez que, ça je peux vous le garantir, il est certain qu'à certains coins du Cameroun, il y a des gens qui appliquent encore la pédagogie par objectif. Ça, c'est certain. Et donc, à un moment tout bien réfléchi, les inspecteurs eux-mêmes peuvent se retrouver dans l'embarras. Et pour ne pas pénaliser ceux-là qui sont dans des confins lointains, on préfère sélectionner cette épreuve-là en se disant, ceux qui sont en ville, ils sont plus éveillés, ils peuvent... Ça devient, vous voyez donc qu'un examen devient quelque chose de très aléatoire. Il va falloir un moment, et ça c'est mon credo depuis un moment, il va falloir que nous nous asseyions, que nous définissions de nouvelles orientations à notre système éducatif pour lui rendre l'éclat qu'il a eu pour former des noms qu'on a entendus dans ces pays avec une certaine résonance. Avant qu'on arrive aux conséquences d'une telle situation, est-ce que vous serez favorable à la reprise de ces épreuves querellées-là? C'est difficile à dire parce qu'il y a plusieurs paramètres. Et dans cette situation-là, les premiers auxquels il faut penser, je tiens à vous dire que la situation a déjà eu lieu l'année dernière, il y a eu des sujets qui ont été repris. Il faut penser à la psychologie de l'élève. Parce que certains en ont fini. Et ils se disent, advienne que pourra. Si on annonçait la reprise de certaines épreuves, c'est toute une nouvelle préparation qu'il faudrait recommencer. C'est toute une mise en condition pour certains qu'il faudrait refaire. C'est des enseignants, c'est des convocations, de nouvelles convocations qu'il faudrait adresser à des enseignants. C'est toute une ingénierie dont on ne se doute pas a priori. Il faudrait même peut-être commencer à élaborer des sujets. Donc c'est un nouvel examen. Nous, on va se dire ici de manière simpliste et naïve, la reprise des épreuves corrélées, mais en réalité c'est un nouvel examen qu'il faudrait organiser. Moi je pense qu'il y a, je l'ai dit un peu par ironie dans une de mes publications, les jurys, madame, serviront bien à quelque chose. Parce que, et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les jurys, ce n'est pas des machines qui travaillent.
c'est des hommes et des femmes qui sont conscients de la situation des apprenants. C'est d'abord des enseignants qui prendront en compte un certain nombre de choses. Moi, le dommage, c'est que au lieu de solutions pédagogiques qui sont souvent disponibles longtemps à l'avance, nous préférons à la fin privilégier des décisions administratives et quelquefois politiques. Je ne pense pas que ce qui s'est passé soit de nature à justifier la reprise de ces épreuves-là, parce que c'est difficile. Il y a des contraintes même. On va vous parler, moi je ne suis pas économiste ou financier, mais on va vous dire qu'il y a des contraintes financières derrière. Il y a tout un calendrier scolaire et universitaire que cela va également bousculer. En revanche, je crois qu'il faut entamer des réflexions. Au Cameroun, il y a eu 2 sessions de bac. Je crois qu'il faudrait peut-être songer à revenir à ces 2 sessions-là, c'est-à-dire avec une session de rattrapage, en limitant le plus possible les dérives. Parce que on voit aujourd'hui que un enfant qui manque son bac, ce n'est pas toujours de son fait, ce n'est pas toujours parce qu'il n'a pas appris. La faute, de plus en plus, et les 2 dernières années nous le révèlent, c'est que ça vient de ceux qui font la décision. Les élèves, jusqu'à ce qu'on prouve le contraire, ils ont été présents, ils se sont présentés à l'examen, ils ont écrit comme on dit au Cameroun. Maintenant, ils s'attendent à avoir des résultats, mais il y a une surprise, c'est que les épreuves présentent une structure à laquelle ils n'ont pas été préparés. Alors, parlons des pistes de solutions cette fois-ci. Ou alors, restons dans les conséquences sur notre... en dehors des élèves, conséquences plus larges sur notre système éducatif. Est-ce que, avec déjà tout ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire, il y a eu des années où on a relevé qu'il y avait des fautes dans des épreuves. L'année dernière, il y a eu l'affaire de l'eau qui a coulé. Est-ce que ceci n'aura pas un impact demain sur notre système éducatif? Est-ce qu'il n'est pas un peu ébranlé quand même? C'est un peu tard, madame, pour faire ce constat. Parce qu'il y a au moins 2 décennies, je dis bien au moins 2 décennies que le système éducatif camerounais souffre en silence. Les enseignants, mes collègues, ils ont donné de la voix. Mais combien de fois on les a écoutés? Je vais vous dire, dans une société, je discutais avec des amis il y a 2 jours et je leur disais il y a des domaines qu'il faut sanctuariser. Quand il y a des coupes de salaire et que la première direction vers laquelle se tournent les regards, c'est le système éducatif. C'est un problème. Quand il faut qu'un citoyen travaille et attende pour percevoir son salaire, c'est un enseignant. Comment pensez-vous qu'avec ce type de choses, nous aurons un système éducatif sérieux et efficace? Il y a des brebis galeuses, comme on dit. Ça, c'est une évidence. Mais vous avez des enseignants qui sortent d'une école, qui attendent 48, 60 mois pour percevoir leur salaire. Et l'ironie, c'est que parfois, quand arrive le premier salaire, le gars, il est mort, emporté par un paludisme. Et dans son entourage, personne n'a rien pu faire pour lui. Non. Au-delà des conditions, de la condition de l'enseignant, de ses conditions de travail, madame, faites le tour des établissements scolaires. Je dis à Douala, c'est encore, on peut fermer les yeux par pudeur. Ça, c'est par pudeur. Mais allez dans certains endroits du Cameroun où un enfant et l'enseignant et ses apprenants ne peuvent être à l'abri ni du soleil, ni de la pluie. Mais ces gens-là, ces hommes et ces femmes, nous leur exigeons de faire des résultats.
d'apprendre à parler à nos enfants, de leur apprendre à lire, de fabriquer le premier diplômé ou le premier fonctionnaire d'un village. Mais à quel prix? À quel prix? Maintenant, sur un plan tout à fait, je vais dire, conceptuel, il y a au Cameroun des noms dans les domaines des sciences de l'éducation qui peuvent concevoir, qui peuvent élaborer des modèles pédagogiques qui seront adaptés à notre contexte et qui vont fonctionner. Pourquoi faut-il, lorsqu'il faut former, il faut définir le profil du Camerounais, qu'on aille fouiller dans les poubelles occidentales pour aller ramasser ce dont les gens ne se servent même plus et venir nous l'imposer ici? Je parle de l'APC. La majorité des gens dont on entend le nom aujourd'hui, ils ont été formés soit à l'approche par les contenus, approche par contenu, soit approche par objectif. Dites-moi, quand vous avez entendu certains noms au Cameroun, est-ce que c'est des noms qui nous font honte? Je ne pense pas. Comment du jour au lendemain, on a pu dire que ce système-là, parce que il faut par mimétisme parler de modernisation. On est allé chercher l'APC qui ne fonctionne même pas chez ceux qui l'ont conçu. Parce que moi, en écrivant ce livre, j'ai échangé avec des Canadiens, j'ai échangé avec des Belges. La première réaction était celle d'un Français qui m'a dit « Mais Jacques, tu es même conciliant, tu envisages que ça marche, cette affaire ne marche pas. » L'APC, je lisais encore Philippe Mérieux tout à l'heure, ce n'est même pas une méthode pédagogique. Ce n'est même pas une méthode pédagogique. Tout au plus, c'est quelque chose qu'on devrait annexer à une méthode de base. La pédagogie, on va me dire que j'aime bien. Oui, mais elle a montré, elle a fait ses preuves, la pédagogie par objectif. L'autre solution aurait été de dire, bon voilà, on laisse le choix de la méthode à l'enseignant. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est le programme. C'est le programme qu'on exécute, qui doit valoir partout. On aurait pu laisser le choix aux enseignants. C'est d'autant que, madame, il y a des enseignants dans les écoles, jusqu'à aujourd'hui, qui ne sont pas sensibilisés à l'APC, qui ne sont pas formés pour enseigner en utilisant l'APC. Comment, à partir du moment où on a pulvérisé le système éducatif camerounais, on a créé des cloisons. Quand vous voulez parler, on vous dit non, monsieur, vous êtes du supérieur. Vous voulez dire un mot, on vous dit non, nous ici c'est le secondaire. Vous voulez objecter une chose, on dit laissez les choses de la base. Parce qu'on a pulvérisé le système éducatif en ministère. C'est-à-dire, c'est des cloisons administratives qui font aujourd'hui que les enseignants ne peuvent pas échanger. Les enseignants ne peuvent pas trouver une plateforme pour élaborer un consensus sur la démarche à suivre. Parce que demain, ces enfants-là seront à l'université. Je ne sais pas si on va vous parler d'APC à l'université. C'est ça, tout un autre monde. Les facteurs d'échec de demain se fabriquent aujourd'hui. C'est nous-mêmes qui érigeons les écueils à nos propres enfants pour, au lieu de faciliter la réussite, mais pour causer leur échec. Non, il est temps que nous apprenions à être audacieux. On nous l'a dit souvent, être audacieux et proposer, élaborer nous-mêmes nos propres modèles. Parce que comme on ne peut pas enseigner la langue française à Douala de la même manière qu'on irait l'enseigner à Poli, de la même façon, il ne faut pas s'imaginer qu'une méthode qui a été élaborée pour les Canadiens viendrait s'appliquer ou viendrait convenir comme un gant aux petits Camerounais. C'est impossible. Mais cette affaire, depuis que moi je l'observe, elle a montré toutes ses limites. Mais comment sortir de là, puisque c'est quand même depuis 2012 que les enfants sont moulés dans ce système-là. Ça veut dire que, j'ai envie de dire que c'est toute une génération qui est perdue. Sinon, comment sauver ces enfants-là? Madame, je voudrais vous répondre simplement et vous dire que nous sommes dans une démocratie. Dans une démocratie, c'est la base qui inspire les orientations et les lois. Moi, je voudrais
qu'on passe à un référendum pédagogique, demander aux enseignants que les médias de notre pays, s'ils veulent sauver notre système éducatif, fassent des enquêtes auprès des enseignants, écoutez-les, à propos de la pédagogie camerounaise. Notre malheur aujourd'hui, c'est que, à partir du moment où quelqu'un bénéficie d'une décision, d'un arrêté ou d'un décret, il se sent inspiré d'une intelligence que les autres n'ont pas et peut prendre toutes les décisions. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Parce que la réforme qui a introduit l'APC au Cameroun n'est jamais venue des enseignants de terrain. C'est une décision prise derrière des bureaux. Et ceux-mêmes qui ont imposé l'APC ne peuvent pas l'expliquer aujourd'hui à leurs collègues. Ils en sont incapables. Il faut que les enseignants se débrouillent comme ils peuvent, à essayer de le dire ici, à essayer de le dire là. Mais je tiens à préciser qu'il s'agisse du Canada ou de la Belgique, l'APC a fait l'objet de vives controverses qui sont loin aujourd'hui d'être achevées. Et quand nous sommes un État souverain, la souveraineté, elle est aussi éducative. On ne peut pas piloter notre système éducatif à partir du Canada, ni à partir de la Belgique ou de quelques autres pays. C'est les Camerounais qui savent ce qu'ils veulent faire de leur pays. C'est les Camerounais qui savent quel est le profil qui convient aux objectifs de développement qu'ils se fixent. Pour l'instant, je ne vois pas en quoi est-ce que l'APC nous est utile. Je ne vois pas. Si on ne convoque pas des états généraux de l'éducation où nous allons discuter des questions de pédagogie, il y a de fortes chances que dans 50 ans, il y ait une nouvelle colonisation de l'Afrique et surtout du Cameroun parce que nous n'aurons en face de nous que des gens qui ne peuvent pas donner leur point de vue et le défendre. L'APC actuelle, c'est l'automatisation des petits Camerounais. On en fait des automates. D'ailleurs, vous allez voir le métalangage ou la terminologie qui est utilisée, c'est des tâches. L'APC, c'est des tâches. Nous ne sommes pas des tâcherons. Nous voulons des gens qui peuvent concevoir. Il ne faut pas maintenir le Camerounais au niveau subalterne de celui qui exécute toujours. C'est le problème de l'APC. Il y a derrière une idéologie d'abrutissement. Bon, à côté de tout à l'heure, vous avez parlé de l'approche par contenu. Oui. J'aimerais bien comprendre, c'est quoi l'approche par contenu? Et aujourd'hui, est-ce que c'est mieux de rentrer à l'approche par objectif ou à l'approche par contenu qui était plus... Il y a eu des profils. On a eu affaire à des gens qui récitaient des livres entiers. Oui. On avait l'impression que c'était des livres. Retenir d'abord, n'est-ce pas? C'était simple, retenir et restituer. Moi, une période, ça m'est arrivé. C'est-à-dire, il y a beaucoup de récitations aujourd'hui. C'est après qu'on se rend compte d'ailleurs, on prononçait mal certains mots. C'est plus tard. Il y a beaucoup de gens tout petits qui ont récité des fables de La Fontaine. Oui. Mais pour comprendre La Fontaine, ce n'est pas une affaire de gamin. C'est plus tard qu'on y réfléchit, quand on est à un certain âge, et qu'on commence à comprendre. Maintenant, il y a eu la pédagogie, parce que les contenus, savoir pour savoir. La pédagogie par objectif, on avait quand même un objectif qui était celui d'acquisition de certains savoirs également. Il faut acquérir. Et maintenant, il y avait d'autres choses. Pouvoir analyser, comprendre. C'est vrai que c'est abstrait, mais c'était des choses, on a toujours voulu qu'un objectif soit pratique. On vous dit identifier. C'est de pouvoir voir deux choses et de distinguer l'une et l'autre, les comparer, établir les différences, ainsi de suite. C'est le modèle qui a fait la plupart de votre génération. C'est ce modèle-là qui nous a fait. Et moi, je n'ai pas honte de la formation que j'ai reçue. Ce n'est pas forcément parce que je suis devenu enseignant, mais je pense que depuis mes instituteurs du primaire, à qui je continue de louer une sorte de vénération jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que j'ai eu au plus haut niveau, je n'ai pas honte. Moi, j'ai fait toutes mes études au Cameroun. Je n'ai pas honte d'être celui que je suis devenu. Mais nous devenons des parents et nous voyons comment les enfants évoluent
et on est alerté par un certain nombre de choses. Donc, aujourd'hui, nous perdons en qualité d'enseignement, en qualité de formation. Et au fond, nous sommes dans votre télévision. S'il vous arrive aujourd'hui un diplômé du Cameroun, vous serez obligé de recommencer sa formation avant de l'utiliser ici. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'il y a une escroquerie, quelque part, dole sur les profils. C'est-à-dire, on dit une chose, et quand vous allez voir de près, ce n'est pas la chose qu'on vous a inventée. La tromperie sur la marchandise. Alors, ma question aura peut-être 5 volets. Hein. Je vais revenir donc sur cette situation d'épreuve querellée. Aujourd'hui, on observe le jeu de ping-pong entre l'OBC, le ministère. Chacun se rejette la faute. Moi, je veux savoir, pour sortir de là, qui décide de quoi, et est-ce que ici on ne peut pas aussi douter un peu du professionnalisme de l'OBC qui a quand même, j'ai envie de dire, 9 mois pour préparer un examen de fin d'année? Je voudrais vous dire que ma posture, la première chose que je veux dire, c'est que je refuse de voir sacrifier l'OBC comme le baudet pour expier les fautes des animaux malades de la peste. Nous sommes dans un système. Et pour moi, c'est un procès trop facile que de dire la faute à l'OBC. La faute nous incombe à tous. D'accord. Pourquoi? Parce que, je le disais il y a 2 jours, je m'étonne un peu de voir la communauté éducative qui attend la perspective d'un examen manqué pour s'émouvoir. C'est un peu inconséquent. Quand on veut les résultats, l'année scolaire, c'est à la rentrée. C'est à la rentrée. Et moi, je pense que c'est à la rentrée que les parents, les médias, les administrateurs, les politiciens qui préfèrent se crêper le chignon pour d'autres choses que pour ce qui est véritablement sérieux, parce que la question de l'éducation dans un pays est fondamentale. Absolument. C'est à la rentrée que nous devons tous être attentifs à ce qui va se passer dans les écoles. Mais aujourd'hui, dans quelles occasions nous intéressons-nous à l'école? C'est quand un enseignant a été bastonné. C'est quand un élève a été poignardé par son camarade. C'est quand il y a un scandale. Non, ce n'est pas ça l'école. L'école, en tant que milieu de socialisation de nos enfants, de nous-mêmes et de l'avenir d'un pays, doit concentrer en permanence notre attention. Alors, je vous dis, la faute, c'est la faute à tout le monde. Et comment expier cela? Comment expier cette faute-là? Nous devons nous asseoir, ça, j'insiste là-dessus. Nous devons nous asseoir pour soigner notre système éducatif qu'on a abandonné à l'enseignant sans moyens. Parce que notre société a abandonné l'école à l'enseignant, mais en lui prenant ce qu'il pouvait utiliser comme moyen pour résoudre les problèmes. Notre école est un grand corps malade qui interpelle tout le monde. Il ne faut pas attendre qu'un enfant échoue le bac parce qu'une épreuve n'aurait pas obéi à un canevas. Ça veut dire que nous ne savons pas ce que nous voulons. Ça veut dire que nous sommes dans la logique du culte du diplôme. Et ce diplôme-là, ce ne sera jamais qu'un papier. Moi, je voudrais vous rassurer, il y aura des jurys et des enfants qui parfois ne méritaient pas d'obtenir leur diplôme vont être déclarés admis. Les gens vont sauter de joie, ils vont organiser des fêtes, mais cela nous montrera, me confortera moi dans la position que nous nous trompons sur l'essentiel. Ce qu'il y a lieu de faire,
c'est d'interpeller ceux qui sont dans la position de convoquer tout le monde et dire la rentrée est proche. Depuis 2 ans, nous avons vécu ceci, nous avons vécu ceci, nous avons vécu ceci. Quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour éviter d'attendre d'être en fin d'année, pour craindre que, et pour craignant que son enfant manque le bac, commencer à taper, commencer à sortir le violon et dire le BC ou le professeur Nalova, ou c'est chaque Camerounais qui est interpellé par ce qui se passe dans le système éducatif. Alors, les enseignants hier étaient, j'ai envie de dire, déifiés. C'était vraiment des personnes spéciales. Aujourd'hui, elles sont carrément chosifiées. Qu'est-ce qu'il faut faire, déjà, au niveau des enseignants vous-même, pour redonner à ce métier ses lettres de noblesse, avant de voir plus haut? Madame, je vous ai dit, j'ai beaucoup de respect pour mes collègues. Moi, j'ai commencé dans un endroit difficile. Il y a des Camerounais qui ne pourraient pas travailler où travaillent les enseignants. Oui. Il y a des Camerounais qui ne pourraient pas travailler dans les conditions qui sont celles de l'enseignant. Je voudrais vous poser une question pour être direct. Si votre employeur met 60 mois sans vous payer, qu'est-ce que vous faites? Vous restez? J'en doute. J'en doute. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des enseignants qui travaillent à un endroit où ils n'ont pas d'eau à boire? Ils n'ont pas d'électricité, mais ils y restent. Parfois sans salaire. Non, vous ne pouvez pas demander à l'enseignant de vous donner ce qu'il n'a plus. Vous avez parfois appris vos leçons par peur d'être puni. Pas vrai? C'est vrai. Vous allez chercher les carillons des droits de l'homme et vous dites, on n'a plus le droit de punir aucun enfant à l'école. Mais quand on est du bon côté de la société, on peut entrer dans une école et frapper sur les enseignants. Mais c'est la société qui a décidé de faire de l'enseignant ce qu'il est aujourd'hui. C'est simple. C'est simple. Quand un jeune Camerounais a le courage de présenter le concours d'entrée à une école normale, qu'elle soit supérieure ou inférieure, qu'importe, quand il sort de là et qu'il prenne service, qu'on paye, qu'on lui donne son petit salaire à la fin du mois pour qu'il vive dignement. Le problème, c'est qu'on a volé, on a enlevé sa dignité à l'enseignant. Quand un enseignant est obligé de dormir devant un ministère pour être payé, ce n'est pas normal. Et ça, la société reste indifférente. Ce que la société regarde aujourd'hui, c'est si son enfant a obtenu le bac, si son enfant va en classe supérieure. Là, c'est bon. On ne sait pas ce qu'il y a derrière comme sacrifice. Ce qu'il y a derrière comme travail. Ce qui se passe avec l'APC, ce n'est pas parce que les enseignants ne veulent pas travailler, c'est parce qu'on leur a imposé un mauvais choix. On leur a mis entre les mains quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, je suis avec des collègues dans des groupes où, malgré tout ce qui est querellé, actuellement, ils sont en train d'anticiper sur les corrections. Les corrections qui posent souvent aussi problème après les examens. Les corrections ne sont pas payées, les correcteurs ne sont pas payés. Vous comprenez que là, ça devient administratif. Voilà pourquoi je vous ai dit, le problème de notre psychologie camerounaise, c'est qu'aujourd'hui, quand quelqu'un bénéficie d'un texte de nomination, c'est l'occasion de brimer les autres Camerounais. On est nommé, être nommé, c'est être mis au service des autres, et pas l'inverse. Mais les gens prennent cela comme des positions de pouvoir. Et ils en abusent.
qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien ou autre chose, quand quelqu'un a fait son travail, a fait un travail, il a droit au salaire qui y correspond. Pourquoi c'est toujours les enseignants qui doivent attendre d'être payés? Mais est-ce qu'on va dire que c'est uniquement pour les enseignants qui vivent cela? Tous les fonctionnaires connaissent quand même cette phase-là. Vous en connaissez, vous? Je ne suis pas fonctionnaire, je pose la question à un fonctionnaire. Vous êtes des médias. Là encore, je vais vous engager à faire des enquêtes. D'accord? Il n'est pas un fonctionnaire en dehors de l'enseignant qui est passé 60 mois sans salaire. Si cela arrivait pour les autres, ils étaient sous le coup d'une sanction. Mais vous avez des enfants jeunes, motivés, qui sortent de l'école et qui vont prendre service et qui ne sont pas payés. Mais qu'est-ce qui motive cela? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce que c'est... C'est que notre société s'est définie d'autres priorités qui ne sont pas l'éducation. L'éducation a cessé d'être une priorité pour le Cameroun. Ce qui intéresse dans le milieu éducatif, c'est le papier, c'est-à-dire le diplôme. Les Camerounais sont prêts d'ailleurs. Oui, ils sont prêts à l'acheter. Ce qui intéresse, et ils vont en faire d'autres choses après, c'est le papier. Ce n'est pas la formation, l'éducation n'est plus une priorité au Cameroun. Mais la question va certainement vous heurter encore. Est-ce que, également, on ne peut pas questionner la formation des enseignants? Parce que on a parfois, lorsqu'il y a des sorties des écoles normales, quand on interviewe souvent certains enseignants, on a peur. On se dit, waouh, qu'est-ce que les enfants vont apprendre si l'enseignant... Et lorsqu'on sait que quand l'enfant va à l'école, ce que le maître ou le professeur a dit, c'est quasiment parole d'évangile. Je voudrais savoir, madame, est-ce que... Ce n'est pas une question, je vais vous répondre. Je vous ai dit tout à l'heure, on a enlevé toute sa dignité à l'enseignant. Ça veut dire que il y a des choses qui sont faites pour la pure forme. D'accord. Ça veut dire quoi? Nous sommes Camerounais. Nous n'allons pas nous cacher la bourse que nous avons dans le dos. Quand il y a un concours aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez suivi toutes les polémiques qu'il y a autour des concours? Non, mais est-ce que vous pensez que c'est le petit enseignant sans grade ni rien qui décide de qui est obtenu, qui est reçu ou qui n'est pas reçu au concours? C'est un acte, c'est par un acte administratif qu'on rend public les résultats à un concours. On est d'accord? Maintenant, vous n'allez pas imputer qui entre, vous n'allez pas imputer la faiblesse des candidats qui se retrouvent dans des écoles aux enseignants. Ça, je vous le dis, il y a des gens dans le circuit de formation qui sont incapables de suivre la formation. Mais quand vous devez travailler sous des pressions quotidiennes, parce que il y a des gens qui obtiennent le concours parce qu'ils sont brillants. Et ils sortent, ils sont bons enseignants. Mais il y a d'autres qui entrent autrement. Mais ça, il ne faut pas imputer cela ni aux gens qui forment, ni aux gens qui les emploient. Moi, ce que j'ai souvent dit, c'est que quand j'étais à l'école normale, je leur disais, oui, vos oncles, vos tantes et autres qui ont un pouvoir politique, qui vous envoient ici, une fois que vous sortez, demandez à être nommé dans un ministère où vous n'allez pas enseigner. Parce que, et c'est ça le drame, ces profils-là déteignent sur le travail des autres. Et on est souvent, quand un enseignant est mauvais, on a tout fait de généraliser. On n'a pas d'autre choix. Vous comprenez aussi celui qui, le Camerounais lambda, lorsqu'il a en face de lui un enseignant qui a du mal à faire la... Oui, mais ce que je vous dis, c'est que c'est encore notre société qui exerce des pressions pour que des gens qui n'ont pas le niveau requis accèdent dans des écoles. Ce n'est pas l'enseignant. Bon, peut-être que là, c'est sur les concours. Mais sur c'est vrai qu'on n'a pas souvent la preuve matérielle, mais quand il y a des examens officiels, très souvent,
on entend que oui, on a délibéré à 8, à 7. Est-ce que là, ce n'est pas déjà favoriser cette autre porte-là de sortie? Nous parlons souvent des examens avec beaucoup de légèreté et quelquefois avec beaucoup d'ignorance. Il y a plusieurs paramètres qui interviennent dans un examen. D'accord, expliquez-nous, parce que nous, on écoute au quartier, comme on n'a pas la preuve matérielle, on n'a pas quelqu'un pour nous dire non, ça se passe plutôt comme ça. Ce que vous ne savez pas, c'est que aujourd'hui, il y a des situations qui ont souvent été gérées sans que la société ne s'émeuve comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était quelque chose d'assez évident, voilà pourquoi tout le monde croit pouvoir en parler. Mais il y a des situations qui ont souvent été résolues sans qu'on ait besoin de battre ni tam-tam, ni tambour. Il est arrivé qu'il y ait des questions inappropriées qui soient posées à des candidats et que pour ne pas les pénaliser, des solutions ont été préconisées et même prises et appliquées. Mais là, on ne s'est pas plaint. On ne s'est pas plaint. Il ne faut pas... Non, il ne faut pas... Quand il s'agit de l'enseignant, vouloir absolument noircir le tableau. N'est-ce pas? L'enseignant est tout le temps sur la place publique. Je ne justifie pas ce qui arrive. Vous comprenez? Mais on doit aussi se dire qu'à un moment, au lieu de voir tout le temps, quelque part, comme je le disais tout à l'heure, une théorie du complot, vouloir absolument trouver une bête à sacrifier, vouloir... Non, il faut se dire, oui, moi je ne réfléchis pas en termes d'hommes, parce que certains ont désigné la prochaine directeur de l'office du BAR, d'autres ont nommé la ministre de l'enseignement secondaire. Ouais, comment je suis au niveau du système. Ce n'est pas... on ne peut pas s'en prendre à des individus. Parce que vous allez remplacer le directeur de l'office du bac demain. Après-demain, le président de la République va changer le ministre de l'enseignement supérieur. Si vous ne pensez pas la communauté éducative, si vous ne pensez pas le système éducatif, les mêmes problèmes vont revenir avec plus d'acuité qu'avant. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu. Qu'il s'agisse de la formation des enseignants dont vous parlez, c'est aussi une question du système. L'organisation du concours relève d'une structure qu'il faut faire fonctionner normalement. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas deux hommes, c'est tout un système. Donc, autant on a certaines années, on a appelé certains diplômes par la crise qui avait cours à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on a eu des diplômes crise anglophone, on a eu des diplômes coronavirus. Oui. Donc, est-ce que c'est aussi la même chose au niveau des concours? Je vais vous Par rapport à une situation, c'est que bon, il faut peut-être faire certaines facilités pour que tout le monde soit content. Non, je vais vous dire une chose. Il serait dangereux de stigmatiser certains de nos enfants en dégradant leur diplôme. Parce que ce qu'il faut dire, il y a là des sujets brillants. Oui, bien sûr. Sur qui il ne faut pas jeter l'anathème. Et pour faire un peu comme dans la Bible, s'il n'y en a même qu'un seul, il vaut mieux qu'il soit la figure de ce baccalauréat-là. D'accord? Il y aura toujours. Je vous ai dit, il y a eu des situations que l'opinion publique n'a même pas soupçonnées et qui ont été réglées. Ouais. Il faut éviter l'enflure. Il faut éviter l'exagération. Parce que nous nous sommes tous emparés de l'affaire avec beaucoup d'émotions. Ce que nous oublions, c'est qu'il y a aussi dans la chaîne des gens qui ont cru bien faire leur travail et qui ont même bien fait leur travail. Je viens de vous exposer un certain nombre de choses qui auraient pu et qui pourraient justifier qu'il y ait eu à un moment ou à un autre une épreuve qui réponde au canevas PPO plutôt qu'au canevas APC. Oui. Cela, à certains niveaux, peut s'expliquer. Il ne faut pas en faire une tragédie. Parce que jusqu'à ce qu'on nous ait montré qu'il
il y a des épreuves qui n'obéissaient pas au programme, qui ne correspondaient pas au programme. Il faut avoir un peu de modération, ne faire que des hypothèses et attendre une explication si elle est donnée. Attendre les résultats pour voir quelle en est la tendance. Et même si la tendance vient à être mauvaise, il n'a jamais été dit qu'on présente le bac pour l'avoir à tout prix et à tous les prix. Quand on présente un examen, pour un détail, on n'est pas suffisamment concentré, on s'est levé du mauvais pied, il y a eu un problème de taxi sur la route, ainsi de suite. On ne va pas mettre tout ça sur le dos d'une épreuve qui aurait présenté une forme plutôt qu'une autre. Donc, à ce niveau-là, vous voyez qu'on peut me relativiser. Le gros enjeu, c'est ce que nous faisons tous, Camerounais, de notre système éducatif. Si demain, il y a des jurys, et on décide que c'est 6, mais madame, on va appliquer le bac à vos neveux et autres, ils auront le bac. C'est pas vrai? Et on va célébrer. Est-ce que les problèmes de fond seront pour autant réglés? Donc, nous devons éviter de rester sur le périphérique et attaquer de front les problématiques centrales. Les problématiques centrales, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une ingénierie pédagogique qui pose de sérieux problèmes d'appropriation et de fonctionnalité. Et à ce sujet-là, il faut des réflexions de fond. Nos problèmes, c'est que l'enseignant n'a plus de dignité dans la société camerounaise. Il faut reconstruire l'enseignant. Comment? Qui doit le reconstruire? Lui-même ou et après le système, ou le système et après lui? La communauté éducative, lui-même, les parents, l'administration, les politiciens, c'est tout le monde. C'est tout le monde. L'enseignant ne doit pas être le parent pauvre d'une société. Vous ne pouvez pas demander en plein 21e siècle à un enseignant de travailler par charité chrétienne. L'enseignement, c'est un moyen honnête de gagner sa vie. Être enseignant ne doit pas être une activité dangereuse, comme c'est désormais le cas. Être enseignant ne doit pas être une honte, c'est désormais le cas. C'est désormais un pis-aller, selon vous? Non. Si j'avais à recommencer, je choisirais encore d'être enseignant. Mais est-ce qu'ils sont nombreux qui le font encore aujourd'hui par vocation et qui se donnent les moyens de transmettre ce savoir-là? Je sais qu'il y en a, mais est-ce que, je vais dire la proportion? Est-ce que vous pensez que les enseignants sont incapables de démissionner, madame? Je ne suis pas enseignante, je sais pas. Vous ne savez pas. Les enseignants peuvent démissionner. Et moi, j'ai toujours dit, ils ont fait le choix de rester. Je vous dis, madame, faites le tour de votre pays, vous trouverez quelque part un petit garçon qui reste là, qui résiste à l'appel de la ville, mais qui reste là et qui se dit, mes petits frères ont besoin que je sois là pour devenir des hommes demain. Moi, j'ai été dans un lycée, au lycée de Mbangan, où j'ai rencontré, il était jeune. Il était jeune. Tous les cours, il y a eu un moment où il donnait tous les cours de sciences. C'est-à-dire quoi? Sciences naturelles, physique, chimie, mathématiques. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous alliez en Mbangan, vous l'y trouvez. Il aurait pu partir. Mais quand... C'est ça l'enseignant. Il se dit, quand je pars, qu'est-ce qu'il va devenir de cela? Vous avez donc des gens qui se sacrifient pour des jeunes et pour le Cameroun. Et le Cameroun ne peut pas leur donner le minimum. La société camerounaise ne peut pas leur donner, ça c'est un plaidoyer que je fais, ne peut pas leur donner le minimum dont ils ont besoin pour paraître, même pas pour être, pour paraître digne. Et moi je refuse donc, madame, dans ces conditions-là, de laisser qu'on tire tout le temps sur ces hommes et ces femmes. Parce que c'est pratique de demander la perfection aux autres. Moi je voudrais que les autres Camerounais, ceux qui sont assis dans les bureaux en ville, qui montent des affaires derrière leur poste de service, des prévaricateurs et tout le reste, qui le regardent, s'ils peuvent se comparer
à ces gens-là, s'ils peuvent tenir un seul jour. Vous savez ce qu'il y a dans les lycées? Je vous assure, madame, si vous passez une journée dans un lycée, vous en sortirez malade. Je dis vous en sortirez malade. Parce que le lycée est devenu une sorte de garderie de délinquants. Oui. C'est une garderie de délinquants. Mais l'enseignant, c'est-à-dire, il doit lutter pour sa propre survie et lutter pour la survie des autres qui lui sont confiés. Ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Il doit mettre quelque chose dans l'esprit, il doit modifier l'esprit du délinquant qu'on lui amène le matin. L'enfant qui est parti le matin, crotté jusqu'aux cheveux, et qui rentre le soir et a un mot gentil, on ne sait pas que c'est le travail de l'enseignant. Tout cela, c'est tellement insignifiant qu'on se dit, bon, écoutez, à la table des priorités, les enseignants attendront. C'est-à-dire, ceux qui sont la priorité sont les premiers sont devenus derniers. Non. La société devrait réagir avec la dernière énergie devant les injustices qui sont infligées au corps enseignant. Que la société ne se lève pas seulement pour dire que le bac s'est mal déroulé. Parce que c'est elle qui est à l'origine de ce mauvais déroulement. Voilà pourquoi je parle du système. C'est la société qui est à l'origine du mauvais déroulement du bac. Parce qu'elle a laissé introduire dans le système éducatif ce qui n'aurait jamais dû se retrouver là. Quand la société voudra avoir une bonne école, elle aura une bonne école. Quand la société voudra avoir des enseignants parfaits, elle aura des enseignants parfaits. Donc tout dépend de nous. Mais le système éducatif n'est pas un îlot isolé. Le système éducatif fait partie de notre société. Et c'est la société qui imprime un fonctionnement à notre système éducatif. Alors tout à l'heure, vous parliez des états généraux de l'enseignement. Est-ce que déjà le plaidoyer que vous faites est suivi par d'autres enseignants? Si oui, est-ce que vous sentez que les lignes bougent? Est-ce que vous sentez que le mouvement est écouté et défendu? Le plaidoyer, il est le même partout. Mais l'enseignant se trouve dans une sorte de piège. Regardez les avocats. Ils ont un ordre. Ouais. Regardez les médecins. Ils ont l'ordre. Ils ont un ordre, n'est-ce pas? Le premier vice, c'est que nous sommes partis. C'est vrai qu'il y avait certainement des enjeux politiques, et moi je ne sais rien de la politique. Nous nous sommes laissés prendre dans un vice, celui de la division. Parce que enseignant, c'est enseignant. Que ce soit au préscolaire ou à l'université, c'est enseignant. Un enseignant, ouais. Mais vous voyez des gens qui se regardent avec des airs supérieurs. Nous, c'est université, nous, c'est secondaire, et puis vous, c'est les petits de... L'éducation de base. Non. L'un des combats de l'enseignant, c'est d'obtenir un corps qui va leur rendre une force. Parce que mis ensemble, secondaire, enfin primaire, secondaire, supérieur, ils seront plus audibles. Oui. Ils seront plus audibles. Je vois des syndicats, encore qu'aujourd'hui c'est tellement fragmenté. Ouais. Moi je pense qu'il faut qu'on parle au Cameroun d'un corps enseignant, uni. Quel que soit le niveau. Quel que soit l'ordre. Ouais. Et à ce moment-là, il sera possible de porter à la fois, tous à la fois, les mêmes causes. Je pense que ça commence par là. Et vous pensez que, tel que vous dites, vous-même, vous voyez que vous êtes assez fragmenté. Est-ce que vous pensez que vous, peut-être que, étant au supérieur, et permettez la tautologie, étant passé par le secondaire, peut-être que vous arrivez à comprendre facilement
est-ce que celui du supérieur comprendra que demain, il devra s'asseoir avec celui de l'éducation de base pour penser leur avenir? S'il veut être plus efficace, oui. Parce que, au-delà des préoccupations corporatistes, même dans l'efficacité de notre travail, vous allez observer une chose. Ceux qui accueillent les petits-enfants qui viennent du primaire se plaignent de leur niveau. Ils se plaignent des produits du primaire. Oui. D'accord? Ceux qui sont au supérieur se plaignent des produits du secondaire. Du secondaire, oui. Cela signifie quoi? Cela signifie que il faut que ces trois ordres-là C'est une chaîne. Si un maillon est trouvent cassé. une plateforme de concertation pour définir, je l'ai dit tout à l'heure, les orientations du système éducatif, les programmes, les curricula, pour que ce soit cohérent et progressif. Pour rendre sa cohérence et sa cohésion au système éducatif, il faut que les systèmes, les ordres d'enseignement soient réunis. Parce qu'il se passe une chose, moi j'ai été à l'école normale, je suis sûr de former des enseignants. Même. À leur première rencontre avec les inspecteurs, certains sont allés dire vraiment grand prof, les gens que tu nous envoies ici, c'est quand même un problème. C'est quand même un problème. C'est au ministère des enseignements secondaires de dire au ministère de l'enseignement supérieur le profil de l'enseignant de telle époque, suivant tel paradigme, le voici. Est-ce que cela se fait? C'est aux enseignants de régler cela. Voilà pourquoi je dis, il nous faut des plateformes de concertation où nous allons nous regarder, des plateformes de concertation décomplexées. Il faut décomplexer les rapports entre les ordres d'enseignement aujourd'hui pour que nous ayons un système éducatif cohérent. Donc, là, vous avez parlé des enseignants. Parlons des enseignements à présent. Tout à l'heure, vous avez relevé que l'enseignement qui est fait, par exemple, à Kolofata, c'est pas le même... Enfin, pas de la même pas façon. de la même façon que cela sera fait à Douala. Est-ce qu'à la fin de la journée, prenons ça comme ça, ils pourront challenger, puisque l'examen il est global, est-ce qu'ils pourront vraiment challenger, être au même niveau? Est-ce que ce n'est pas de dire que celui qui est là-bas, il faut beaucoup mâcher peut-être pour qu'il puisse avaler par rapport à celui-ci? Est-ce que ce n'est pas aussi un peu les rabaisser? Ah non, il ne faudrait jamais prendre la chose de ce point de vue. En fait, je voudrais dire qu'il faut d'avant. Il faut prêter, accorder plus d'attention pour des mesures d'équité, d'accord? Pas de justice, mais là d'équité. Un enfant qui se retrouve à Beka, près de la zone frontalière avec le Nigeria, il a accès à quelle bibliothèque? Il a accès à quels médias sociaux? Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a plusieurs sources de documentation et d'apprentissage en ville. L'enseignant même qui s'y retrouve, ici en ville, entre collègues, on peut échanger très facilement, même en termes de sujets et d'épreuves. Moi, je suis dans les groupes WhatsApp, ils le font, ils échangent beaucoup, n'est-ce pas? Quand un enfant se retrouve à Beka, madame, moi je vais vous raconter ce qui m'est arrivé quand je suis allé à Mbangan en 2004. Alors le proviseur, M. Angoda Gobert, avec le censeur, on me confie les classes de 6e et de 5e. J'ai enseigné pendant 1 an, sorti d'école normale, avec la conscience de bien faire. L'année suivante, je reviens dans la même classe, en soupçonnant que je n'avais pas été aussi bon que je le croyais. Et je pose une question relative au roman.
personne ne sait en sixième ce que c'est qu'un roman. Je parle du dictionnaire. J'ai voulu commencer par l'exploitation du dictionnaire. Personne ne savait ce que c'était qu'un dictionnaire. Je suis allé voir le proviseur, j'ai pris sur son bureau tout ce qu'il y avait comme dictionnaire et c'était pas le moins grave. En Vangan, tous les enfants, quand ils arrivaient en sixième, ils parlaient boulou. Il y avait un petit enfant, là, le fils du censeur d'ailleurs, qui venait de la ville, avec qui j'ai changé en classe. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dû d'abord apprendre à dire des mots de boulot. Vous voyez? Parfois, un enseignant sera obligé d'utiliser la langue de la localité en classe. Ce qui n'est pas envisageable à Douala, ce qu'on n'imagine pas à Douala. Voilà pourquoi je dis qu'il faut faire attention. L'enseignement ne sera pas selon qu'on se trouvera à Beka, à Douala, ou même à Bikok, à côté, pas loin de Malmayo. Il ne faut pas s'imaginer que vous travaillerez tous exactement de la même façon. Les profils que vous avez en face de vous ne sont pas les mêmes. Si vous ne tenez pas compte de cette différence-là qu'il y a entre que l'espace, si vous ne tenez pas compte des réalités de l'espace, vous passerez forcément à côté. Maintenant, ce n'est pas rabaissé. On a vu des majors du Cameroun au bac qui venaient de l'extrême nord et d'ailleurs, ça n'a rien à voir. C'est pour vous dire que non, il ne faut pas... on a une image on a une image toute faite de son métier. Non. Il ne faut pas croire. Tel que j'enseignais à l'école normale supérieure de Maroua ou même en faculté des arts et sciences, en faculté des lettres et sciences humaines, ce n'est pas de la même façon que j'enseigne ici à Douala. Il ne faut pas croire. À Maroua, j'avais des étudiants tchadiens qui arrivaient de leur pays. Mais attendez, les réalités nous sont en matière, s'il s'agit de grammaire, le contexte, ce n'est absolument pas le même. Donc il faut tenir compte dans ça. Il faut paramétrer l'enseignement en fonction de l'endroit où on se trouve. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bon ici et bon ailleurs, ou alors il est faible ici et bon ailleurs. Et élevé ailleurs. Non, ça n'a absolument rien à voir. Maintenant, puisque vous parliez des programmes, ça pose quand même un problème. Et voilà pourquoi je dis, nous devons passer, il est important de réformer ce système-là. Parce que quand on dit compétence, on revient donc à ce terme-là, compétence signifie qu'on a des savoirs spécifiques, et même peut-être pointus. On est compétent dans... Oui, on a des savoirs pointus qu'on va réinvestir après. Notre malheur, et que les gens refusent d'admettre, c'est que notre enseignement, même si on est en technique ou autre chose, reste très général. L'un des problèmes de notre système éducatif, c'est qu'il est resté au niveau de la généralité. Je vous parlais d'orientation tout à l'heure. Moi, je propose, dans ce livre que vous voyez, que le petit Camerounais obtienne son bac tout au plus en 7 ou 8 matières. Mais ce sera dans des domaines précis et spécifiques qui se tiennent, ça aussi c'est la cohésion, qui se tiennent des savoirs denses. Pour l'instant, nous sommes dans des savoirs massifs. Il faut faire un peu de tout. Il faut faire un peu de tout. Non. Quand on a observé un enfant et qu'on a identifié son type d'intelligence, on peut l'orienter. Et je dis, au bout de 6-7 ans, en 6 ou 7 matières, il obtient un meilleur bac que celui qui fait problème aujourd'hui. On ne peut pas vouloir faire du neuf. Mais n'était-ce pas ça au départ? N'est-ce pas ça, cette approche-là? Quand vous voyez votre gamin qui va à l'école en 6e, combien il a de matières? On sait déjà que son sac est plus lourd que lui-même. En terminale, combien même on a de matières? C'est bourratif. C'est bourratif, non. Il faut préciser, il faut définir avec précision les profils de sortie. Et pour le faire, cela signifie resserrer les programmes. Après les programmes, il y a les horaires. Et il s'est passé la pire chose. Quand vous prenez dans l'APC, les programmes sont denses.
pas massif et le temps d'apprentissage est plus important. On a réduit les quotas horaires. Mais c'est dû à la pandémie. Ah non? Non, ça n'a rien à voir avec la pandémie. C'était avant la pandémie. Avant la pandémie. On a réduit les quotas horaires au point où aujourd'hui les enseignants sont obligés de courir. Ils restent sur des superficialités. Donc, les programmes. Je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. On nous dit on va moderniser, mais nous restons prisonniers de nos vieux schèmes. Notre enseignement doit sortir de la culture générale. Je pense qu'un enfant pourrait obtenir un bon bac en géographie, ce n'est qu'un exemple, géographie, physique, sciences de la vie et de la terre, comme nous sommes bilingues, anglais, français, philosophie et ECM, parce que la morale nous manque désormais. Voyons, on est dans les zones conduisent à 7 ou 8 matières. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. Nous n'avons pas tous les mêmes dispositions à tout apprendre. À mon âge, même s'il faut me renvoyer dans une classe de mathématiques, je ne suis pas sûr que je sorte de mon traditionnel 2. Non. Alors, il faut supprimer, parce que j'ai entendu dire que l'APC, c'est l'école, la pédagogie du succès. Ouais. Ça veut dire qu'il faut supprimer le plus possible les causes d'échec, ce que nous ne faisons pas. Ce que nous ne faisons pas. Et c'est là que les parents, la communauté éducative devraient, voilà les secteurs d'intervention de la communauté éducative. Toutes ces choses que nos enfants apprennent, question, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Il faut qu'on arrête l'enseignement pour la culture générale. On peut être cultivé dans un domaine précis, d'accord, parce que ça va servir. On doit connaître un peu, bon, minimalement si on veut, ou si on va aller très loin, on doit pouvoir connaître la langue de manière à parler couramment et à échanger avec les autres. Oui, d'accord. Mais il y a des choses que les enfants sont amenés à étudier aujourd'hui dans des parcours. C'est-à-dire, il y a un parcours, ils doivent... Mais attendez, voilà les problèmes que nous avons à poser au lieu de dire l'épreuve n'avait pas, est-ce que c'est le fils du bac, est-ce que c'est le ministre, ça n'a rien à voir. Elle va respecter l'approche par compétence, il faut au moins le reconnaître. Le problème de quelle approche par compétence parle-t-on alors? Si moi je vous montre les problèmes internes à cette affaire, ça veut dire que moi je vais vous dire, il n'y a pas d'approche par compétence. Nous sommes dans l'approche par quoi donc? On a perturbé un système. Okay. Aujourd'hui, les enseignants ne se retrouvent pas entre pédagogie par objectif et approche par compétence. Est-ce qu'ils ont d'ailleurs été, j'ai envie de dire, formés dans cette approche-là? C'est bien ce que je vous disais. Quand on est dans la planification, parce que l'éducation, c'est aussi la planification, on aurait dû dire, à partir de telle période, le système va basculer à l'approche par compétence. La première des choses, c'était dans les écoles théoriques. Nous avons au Cameroun des facultés de sciences de l'éducation. On aurait commandé des études sur cette affaire-là pour dire il faut un cadrage, il faut des cadrages théoriques au sujet de l'APC parce que nous envisageons l'exploiter des travaux de recherche. Ensuite, la formation des enseignants. Mais l'APC s'est retrouvé dans les salles de classe alors que les enseignants n'étaient même pas formés. Les débats auxquels l'APC donne lieu, quand vous voulez en parler, on dit non, nous on vous dit, vous n'êtes pas légitime pour en parler. Voilà les problèmes. Qui est le patron de l'APC au Cameroun? Qui va nous dire, voici une étude, un texte, bon, les études, ça existe. Il y a des universités qui ont fait des travaux là-dessus, mais il se passe que, comme c'est des universitaires au secondaire, on dit, ah, c'est votre grande science là-bas, nous, on n'en a rien à faire. Mais la recherche universitaire, la valorisation de la recherche universitaire, je vais vous dire, madame, il y a des travaux à l'université sur l'APC qui ont disqualifié cette affaire. Ce n'était pas un complot. Ce n'était pas un complot. Allez à Ngaoundéré, allez à Yaoundé. Ce n'était pas un complot contre l'APC, mais c'est des chercheurs qui ont consacré du temps pour dire attention, cette affaire-là, ce n'est pas comme ça. Moi, je vais vous dire, dans le système, en l'état actuel des choses, vous posez la question au tenant. Qu'est-ce que l'APC?
On va vous dire savoir, savoir-être, savoir-faire. Non mais, dans la pédagogie par objectif, il était déjà question de cela. Ouais. Où est l'évolution? Où est l'évolution? L'APC, c'est que, je vous l'ai dit depuis le début, un individu, on ne lui impose pas de tâches. Non. L'APC, c'est des savoirs, des facultés, des savoirs qu'il transforme en ressources et des facultés, c'est-à-dire l'aisance à exécuter un projet qu'il s'est fixé lui-même. Parce que quand aujourd'hui on dit, quand quelqu'un ira travailler, est-ce qu'il sera toujours manœuvre? Ça veut dire qu'il dit, il y a eu un sujet là-bas, je vais écrire dessus. Même l'écrivain. Ça dit un enfant décide d'être écrivain. Ouais. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui va lui imposer les titres de ses romans? Ou l'agencement des séquences à l'intérieur? Il faut qu'on fasse attention. Compétence signifie autonomie. Mais là, nous sommes dans l'automatisation. Il faut rendre des individus autonomes pour qu'ils se meuvent dans le monde socio-professionnel. Un monde très difficile. Est-ce que c'est cela est-ce que c'est ces recherches-là qui ont conduit à la rédaction de ce livre-là, L'école des compétences, le défi de l'aménagement pédagogique? Est-ce que c'est cela qui vous a inspiré à rédiger cela? Non, à vrai dire non. J'ai eu des échanges plutôt durs avec des inspecteurs. Et après, beaucoup de mes étudiants m'ont souvent approché parce que je fais des publications à travers les médias sociaux. Ils m'ont dit, prof, c'est même un collègue. C'est un collègue qui me dit, au lieu que tu passes ton temps à vouloir expliquer des choses à des gens qui ne te comprendront jamais, il faut commettre un livre. D'accord. Donc j'ai réuni beaucoup de mes pensées en discutant avec des inspecteurs. Il y en a. Il ne faut pas croire que je ne jette pas l'anathème sur l'inspection pédagogique. Non. Il y a là-bas des gens qui réfléchissent et qui donnent même ouvertement leur avis sur la question. Donc en discutant avec eux et en lisant, en échangeant, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec des chercheurs d'ailleurs, je me suis dit, bon, une façon peut-être de jeter une bouteille à la mer, ce serait effectivement d'écrire ce livre avec des petites propositions qui ne sont pas une panacée. Et donc, c'est comme ça. Et selon vous, ça porte des fruits? Est-ce que vos collègues ou alors les futurs enseignants s'approprient ce document-là et arrivent à se retrouver et s'en sortent? Est-ce que ça les guide en fait? Je ne peux pas faire d'appréciation dans ce cas-là. Bon, peut-être les retours. Non, encore que ce seraient des démarches individuelles. Ouais. N'est-ce pas? Ce seraient des démarches individuelles qui, a fortiori, ne sont pas de nature à avoir des résultats. Je vous ai dit, il y a des instances de décision. Ce que je vous ai dit, c'est une bouteille jetée à la mer. Et je ne m'attends pas nécessairement à des résultats immédiats. On est à une époque, c'est peut-être dans 10 ans. Dans un résultat, moi, je les voyais un peu personnel. Hein. Oui. Ça dit que j'ai lu votre livre et je l'utilise comme canevas et je trouve peut-être ma façon de dispenser plus aisée, plus... Vous m'amenez à... Vous voulez faire de moi un narcisse ou non, je ne veux pas vous rendre narcissique. Il y a des lecteurs, ouais. Il y a des gens qui en tirent parti, comme il y a des critiques. Ouais. Ah oui, il y a aussi des critiques, des gens qui me disent sur tel point, vraiment, c'est aussi cela, le monde de l'enseignement. Ouais. Parce que pour être enseignant, il faut avoir l'esprit ouvert. Ouais. L'enseignant ne sait pas tout. L'enseignant n'est pas un modèle de science infuse. Parfois, il y a des erreurs, certaines de nos erreurs que nous découvrons grâce à nos apprenants. Ouais. Des erreurs que nous avons traînées pendant des années. Oui. Donc, c'est des propositions.
Vous voyez? C'est des propositions. Maintenant, il appartient à la communauté éducative, davantage, pas les décideurs, il appartient d'abord à la communauté éducative de se les approprier et maintenant de porter cela en proposition collective. Parce que ce n'est pas l'affaire des Vouna. Moi, j'ai fait mon travail de chercheur. Hein. Ça me vaut 1 ou 2 points quelque part. Même le chercheur est aussi celui qui doit avoir une contribution dans son espace. Moi, je ne réfléchirais pas pour les Français. Je ne réfléchirais pas pour les Gabonais qui sont des frères. C'est d'abord pour les Camerounais. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. J'espère, par mes petites phrases, avoir contribué à aider les Camerounais qui s'intéressent aux préoccupations éducatives à comprendre certaines des choses qui se produisent et à les prendre avec beaucoup plus de lucidité. En tout cas, nous avons été édifiés. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.